Je vais vous parler de mobile, du coup, clairement des choses qui sont clairement différentes de ce qu'on a vu avant avec Alexandre et avec Rock. Je travaille pour PlantNet, je suis développeur mobile. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui connaissent, enfin, qui connaît pas PlantNet, de manière générale? Ok, il y a quelques mains. Bon, c'est des jeunes, évidemment. Du coup, PlantNet, c'est une application pour identifier des plantes. Donc, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'appareil photo et vous allez pouvoir vous dire que bah, là, la plante, c'est en anglais. Ouais, ou c'est un aconite ou autre chose. Donc, du basilic ou des bananes ou une espèce de la plante que vous voulez. Donc, ça, c'est le but principal de l'application pour vous. Pour nous, le but, c'est vraiment de récupérer des données sur la biodiversité végétale à travers cette application. Donc ces données-là, elles sont utilisées à des fins de recherche pour suivre le changement climatique, pour suivre l'arrivée d'espèces invasives en fonction des territoires, à La Réunion par exemple, à Madagascar, où vous voulez, pour suivre les criquets pèlerins en Afrique centrale et dans plein d'autres pays différents. Blablabla. Tout ça, c'est financé par vos impôts et par les dons, majoritairement. Donc l'appli est gratuite, il n'y a pas de dons et vos données sont stockées à Montpellier au CIRAD et au CINES. Donc voilà, donc ça c'est le scope de l'appli, donc c'est identifier des plantes. Il y a, j'ai un graphique, mais bon, il y a plus ou moins entre 20 et 30 millions d'utilisateurs par an, avec une équipe qui est comme Montpellier avec 6 ingénieurs. Et on s'était dit, mais en fait, ça serait pas mal que les gens puissent identifier des plantes quand ils n'ont pas Internet. Les use cases tout simples, c'est de dire, on a des gens qui sont au Kenya, en Afrique centrale, en Amazonie, dans des milieux qui sont très denses. Alors en Amazonie par exemple, où il y a vraiment zéro Internet là-bas, où il y a Internet au Kenya par exemple. On a des partenaires où il y a une box Wi-Fi dans un bâtiment du parc, de tout le parc entier au Kenya. Et du coup, l'accès à Internet est vraiment critique dans ces pays-là. Et identifier des plantes, qui est quand même assez important, et le fait d'avoir une application qui vous permet ça en temps réel, c'est pratique. Et donc du coup, d'avoir un modèle de machine learning qui identifie des plantes dans l'application mobile, sans appeler les serveurs, c'est quand même assez pratique. Disclaimer, qui c'est qui fait du machine learning? Personne fait du machine learning? Ok. Si j'ai de la merde, coupez-moi ou levez la main. On est dans un meet-up, dans un mode plus restreint, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez me couper. Je fais pas de machine learning, hein, je suis ingénieur mobile. Donc, comment ça marche PlantNet? Donc, il y a une app mobile classique avec une API. Cette API-là, du coup, qui est sur nos serveurs, elle va appeler des GPU sur lequel il y a pareil, une autre API qui tourne et qui fait tourner le modèle de machine learning en PyTorch, en C. Et donc ça va prendre l'image, ça va faire ses calculs, ça va retourner des flottes en sortie avec des données qui sont un peu hydratées légèrement. Ça retourne ça à l'API. Et l'API va appeler la base de données pour hydrater les données, ajouter les noms communs des plantes, les photos d'illustrations et tous les autres trucs à côté qui font joli, quoi. Ce que nous, on va faire, du coup, c'est bouger tout ça dans l'appli mobile. Donc, il faut redévelopper une API, il faut redévelopper la partie machine learning dans l'appli mobile et un peu de données pour hydrater toutes les données à la fin pour que ce soit lisible par un humain. Donc, concrètement, ça se passe comme ça. Donc, on a l'appli mobile à gauche. Donc on est dans du React Native. Donc React Native, en gros, vous faites du JavaScript dans 99% du cas. Et dans quelques cas, vous allez faire du code natif sur Android et sur iOS, donc du Kotlin ou du Swift. Et donc dans ce code-là, vous allez devoir appeler le SDK de la librairie que vous utilisez pour faire votre inférence. Donc au début, nous, on était sur PyTorch pour l'API mobile et on a bougé sur ONNX, on en reviendra plus tard. Donc il faut intégrer le SDK qui convient bien, donc PyTorch ou NNX, s'occuper du resize des images sur Android et sur iOS avec un code différent à chaque fois, et essayer de fitter le plus possible ce qui est fait côté serveur, s'occuper des données traitées, enfin de ce qui sort du modèle brut. C'est pas juste ah mais la première espèce c'est de basilic, c'est pas ça. Et après s'occuper de tout ce qui est hydrater les données. Donc pour ça, du coup, on a fait un modèle mobile. Et pour faire le modèle mobile, du coup, la première chose qu'on a dû faire, c'est prendre le modèle qui tourne sur le serveur. Aujourd'hui, c'est du Dino V2 pour ceux que ça intéresse. Et on va le transformer, donc on va le compresser, on va passer de... J'ai mis après, je sais plus. De Floatplan 2 à Int8. Donc en gros, ça va réduire la qualité en sortie du modèle. Le modèle va être plus léger. Et ça va permettre d'accélérer un peu le traitement sur mobile, en sachant qu'on n'a pas un truc aussi performant sur mobile que sur un GPU sur serveur. Aujourd'hui, ça tourne sur CPU sur mobile, donc c'est la solution simple
de faire tourner un modèle de machine learning. Si on voudrait s'améliorer, il faudrait faire tourner ça sur, enfin, appeler un API ou CoreML. Donc, c'est les options, entre guillemets, de bundle du modèle pour mobile, que nous, on ne fait pas du tout aujourd'hui, on s'occupe que du CPU. Mais si vous avez une équipe un peu plus grosse, vous pouvez essayer ça, et ça devrait aller un peu plus vite normalement. Donc ok, donc on a un modèle qui est fait pour mobile, et ce modèle-là, alors c'est un peu fluctué en fonction des années. Aujourd'hui, il fait 500 mégas de modèle qui tourne dans l'API mobile. J'ai vraiment 500 mégas, c'est le poids brut du modèle. Le modèle qui tourne côté serveur, il doit faire entre de 700 mégas plus ou moins. Ça commence à faire un modèle très costaud. Normalement, dans la plupart des cas, votre modèle il doit faire entre 10 et 50 mégas. Mais vu que nous, on a 70 000 espèces de plantes à identifier, ça fait beaucoup de classes dans le modèle à gérer. Donc le modèle est assez gros. Et puis j'imagine que notre équipe n'est pas assez calée pour optimiser ça vraiment à 100%, quoi. Il y a une personne qui s'occupe du machine learning dans PlantNet. Vraiment dans la partie prod, quoi. Donc on a notre modèle. Donc ce modèle-là, on va le stocker sur nos serveurs pour pouvoir le télécharger côté client. Bon là, il n'y a rien d'incroyable, hein, on va stocker un modèle, mais on va aussi stocker une vérité terrain. Donc la vérité terrain, ça nous permet de comprendre ce que sort le modèle en sortie. Votre modèle, il va sortir un tableau de flotte de 70 000 éléments, et ça va vous dire, ok, ben, l'index 1, c'est telle espèce, l'index 2, c'est telle espèce, l'index 3, c'est telle espèce. Mais en dehors de ça, c'est pas juste l'espèce, avec l'espèce, le nom commun, l'espèce, la famille, le genre, par exemple, et peut-être d'autres métadonnées dont vous avez besoin pour faire la partie métier derrière, quoi. Et après, on permet aussi à l'utilisateur de télécharger des données en plus. Donc, ils ne sont vraiment pas requis pour identifier des plantes, mais qui sont bien pour l'utilisation jour par jour. Donc, tout ce qui est illustration d'images de plantes, donc il y a 4 images qui illustrent chaque espèce, qui vont être compressées et bundle avant, et puis les noms communs des plantes dans la langue de l'utilisateur et dans le pays dans lequel il est. Ça ressemble à ça. Donc il y a un bouton sur PlantNet, données embarquées, vous appuyez sur télécharger les données embarquées. Donc ça, c'est le modèle et les vérités terrain qui sont en flat buffer. Ça se télécharge tranquillement. Le flat buffer, c'est juste que ça nous évite d'avoir une base de données à synchroniser derrière. On va directement appeler le flat buffer en runtime. Et après, du coup, on va télécharger les données complémentaires, donc les images et les noms communs des plantes, pour l'Europe du Sud-Ouest. Ça évite de télécharger les noms communs de toutes les plantes de toute la Terre, alors qu'on n'est que en France. Donc, on a téléchargé tout ça, mais côté mobile, on n'a pas fini. Il faut gérer les mises à jour de vos données. Probablement que vos données vont être mises à jour de manière régulière dans PlantNet, c'est en tout cas assez souvent le cas. On va acheter des nouvelles espèces de plantes, on va changer peut-être les images d'illustration des plantes parce qu'il y avait des erreurs dans ce qui était passé avant. Les noms communs des plantes qui vont évoluer parce que on s'est rendu compte qu'en breton, le nom de la plante n'était pas ça, mais c'était plutôt ça, etc. Et puis, voilà, gérer les break-in change. Votre modèle, il prend des vecteurs en entrée. Des vecteurs, du coup, ça va être des... en gros, c'est un tableau de bytes, plus ou moins, quoi, qui est formaté en fonction de votre librairie. Ce vecteur-là, du coup, en fait, il a une taille de pixel à gérer et c'est du RGB. Donc, cette taille de pixel-là qui rentre dans le modèle, ça dépend du modèle que vous utilisez. Au début, c'était 248 pixels il y a 3 ans qu'on a fait le modèle hors ligne. Aujourd'hui, on est passé à 518. Bon, entre autres, plus votre image elle est grande en entrée, plus ça va être long à exécuter. Mais donc, du coup, c'est des breaking change à gérer et potentiellement, il faut gérer la rétrocompatibilité sur les anciens clés mobiles qui ont encore l'ancienne version, qui auront mis à jour l'appli, mais qui n'ont pas téléchargé le dernier modèle qui correspond à cette mise à jour de l'application-là. Donc tout ça à gérer derrière, ça prend un peu de temps. Et je vous passe tous les problèmes de réseau, de téléchargement de mobile avec la perte de réseau, le retry, etc. Pareil pour les vérités terrain, donc ce qu'on appelle tout ce qui sort du modèle vraiment pour comprendre ce qui est fait. Et gérer les mises à jour de PyTorch et de ONNX. Donc, assez souvent aujourd'hui, les gens utilisent PyTorch pour entraîner leur modèle et pour faire une inférence. ONNX, c'est un runtime qui nous permet d'avoir des modèles entre guillemets cross-platform. Donc, si vous faites du TensorFlow ou du PyTorch, vous pouvez ONNX runtime, convertir le modèle sur ONNX pour l'exécuter à travers différents runtimes. D'expérience, nous, quand on a fait du PyTorch sur mobile, il y avait PyTorch Lite qui marchait plutôt bien, sauf qu'en fait, il y avait des problèmes de compilation sur Android à cause de la Java Native Interface entre Android et le code natif,
parce que React Native utilisait une librairie Facebook qui était aussi utilisée par PyTorch. Donc il y avait des gros problèmes sur le point SO de ça. Et que PyTorch, quand ils font leur mise à jour, les mises à jour étaient différentes entre Android, iOS et serveur, donc le code, le vrai code, quoi. Et avec vraiment des versions des fois de 1 an ou 2 ans d'écart. Donc ça posait des vrais problèmes à la fois en termes de build et à la fois en termes de mise à jour. Du coup, on a dégagé PyTorch et on est passé sur ONNX où du coup, c'est vraiment un runtime qui est spécifique pour, entre guillemets, l'inférence et qui tourne très bien sur mobile, à la fois sur iOS, à la fois sur Android. Je crois que même sur web, il y a un runtime. Et donc, du coup, ça marche bien. Je vous recommande ONNX si vous avez l'occasion. Et vous pouvez aussi mettre d'autres choses à l'intérieur de ONNX. On en parlera plus tard. Donc, je parlais tout à l'heure des tailles en données, en entrée du modèle. Donc, quand on prend une photo dans PlantNet, directement, on va la compresser. Donc, on va passer d'une image de peut-être de 3000 par 4000 pixels en résolution native de votre téléphone à une image de 1024, le plus petit côté, et le plus grand côté, ça va être 2000 pixels max. Donc, assez souvent, ça va être un truc carré ou rectangulaire. On va le retailler pour faire un certain crop, donc on va zoomer un peu à l'intérieur, et on va juste dégager tout ce qui est autour, en haut et en bas, par exemple, de l'image. Et on convertit ça en float buffer. Il n'y a pas de float buffer, on convertit en tenseur à partir de la librairie de ONNX, pour que ça soit au bon format de type d'entrée du runtime. Ce code-là, du coup, on va le faire sur Android et sur iOS, parce que sinon, c'est pas drôle. Petite subtilité, sur serveur, quand l'image est compressée, donc quand l'image passe de 1024 à 518, c'est OpenCV qui est utilisé pour faire la transformation d'image. Quand vous allez compresser du JPEG, il y a différents algorithmes qui vont être utilisés, qui sont différents entre Android, entre iOS, entre le web, entre votre serveur, entre la librairie sur votre serveur. Du coup, c'est clairement pas la même chose entre tout cet écosystème-là qui va être utilisé. On ne peut pas mettre OpenCV sur mobile, enfin en tout cas c'est assez compliqué et ça va ajouter beaucoup de poids dans votre appli mobile. Du coup, c'est pas le même lago qui est utilisé. Les pixels, quand ils vont être réduits, ils vont pas forcément avoir la même couleur, ou en tout cas ça va être un peu moins net ou un peu plus net. Donc ça va augmenter la différence de performance de votre modèle à la fin sur mobile. Voilà, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut charger le modèle avant de lui envoyer l'image. Et charger le modèle, c'est-à-dire que mettre le modèle en cache dans le téléphone. Donc le runtime il s'occupe de ça, normalement, il n'y a pas de souci. Sauf si votre téléphone il est un peu en PLS et qu'il est vieux et qu'il n'a pas beaucoup de RAM. Probablement qu'en fait vous allez peut-être identifier une ou deux images, et puis de manière occasionnelle, le modèle il va se décharger, Android va clean up la mémoire, et du coup vous allez avoir des erreurs de merde à gérer au milieu. C'est le choix. Donc après, du coup, on lance le modèle. Donc ça, c'est le code JavaScript. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Si je suis en mode hors ligne, j'appelle l'identification hors ligne. Et sinon, j'appelle notre API qui fait l'identification. On lui passe les images, on lui passe la flore dans laquelle on est, et puis un peu de trucs de state et de process en plus. Donc ça va. Jusqu'à là, c'était cool. Et après, il faut appeler la partie native. Donc il y a un bridge au milieu de React Native qui s'occupe de ça. Et ça, c'est le code juste qui s'occupe de la conversion en tenseur et qui va itérer. Assez souvent, on va identifier une ou plusieurs images, jusqu'à 4 images. Donc pour améliorer les performances d'identification, surtout sur le terrain, vous allez essayer de prendre en photo la fleur et puis après la feuille qui est à côté, s'il y a des fruits et si à la limite l'écorce au milieu. Tout ça, ça va vous permettre d'être sûr que les résultats qui sont fournis par le modèle vont être bons pour les plantes. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au milieu derrière. Et ça nous sort des données. Donc un tableau de flotte de 170 000. Ça, c'était avant. En passant sur ONNX, du coup, on a mis un peu plus de calcul dans le modèle. Donc avant, le modèle nous sortait vraiment un tableau de flotte par image. Donc si on avait 4 images, c'était 4 tableaux de 170 000 éléments. Aujourd'hui, du coup, ça va être des probas. Donc c'est vraiment des trucs entre 0 et 1 qui vont être retournés, avec les index qui vont bien. Donc ce qui fait qu'on avait un softmax pour repasser la flotte en proba. Je vous passe le délire. Mais du coup, on a un truc qui est déjà un peu plus intelligible. Et du coup, on peut enlever le code sur Android et sur iOS. On va juste appliquer toutes les couches métiers qu'on va vouloir. Donc on va, par exemple, enlever les plantes qui ne sont pas dans le pays dans lequel vous êtes. On va probablement ajouter un peu de trucs métiers en plus, genre on va pas vous dire que vous êtes en train de prendre une photo d'un visage ou d'un humain ou une capture d'écran. On va vous dire, bah non, c'est pas une photo de plante. Pareil pour tout ce qui est autre partie du corps humain. Et on va appliquer des règles métiers en plus pour dire en fait la photo que tu prends, genre la fleur que tu prends en photo là, c'est une espèce qui est native du Japon et pas de la France.
Du coup, on va vous dire, est-ce que tu veux pas identifier l'espèce dans la flore du Japon? Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va hydrater toutes les données avec les noms communs et les images qu'on a téléchargées avant. Et on va formater ça comme formate l'API de notre serveur classique pour que l'API mobile, elle ait les mêmes données à traiter derrière, qu'on n'ait pas tout l'UI à modifier pour avoir le même type de données à la fin. Bon, je vous passe les données, mais bon, c'est plus ou moins ça. On a un identifiant de session et différents résultats d'espèces avec un score. Dans l'espèce, on a un nom, un auteur, une famille, le genre de l'espèce et un nom commun, les images d'illustration et ça pour chaque résultat. Une fois que vous avez tout fait tout ça, donc vous avez pu tester sur mobile, c'est cool, ça marche, mais c'est assez subjectif au bout du compte. Donc vous allez devoir faire un benchmark. Les personnes qui font du ML chez vous, ils ont l'habitude de faire ça a priori. On veut juste vérifier que notre modèle il performe aussi bien. Et du coup, on veut vérifier que nos modèles sont mobiles. Ils performent aussi bien que celui qui est sur le serveur, ou dans quelle mesure il est différent. Et puis ça, année après année, ça nous permet de s'améliorer derrière. Donc tout ça, en fait, votre benchmark sur mobile, on veut le runner sur mobile, le benchmark. On ne veut pas le runner sur serveur. Donc sur mobile, on a un petit bout de code qui va télécharger des images et des données et qui va inférer une image après l'autre. Donc inférer, c'est lancer le modèle avec votre image, qui va inférer une image après l'autre et qui va vous retourner des résultats. Et ces résultats-là, du coup, on va pouvoir les comparer avec ce qui est fait sur le gros modèle qui tourne sur GPU. J'ai prévu une démo, mais je pense que... Est-ce que les pizzas sont arrivées ou pas? Ok, bon, du coup, on a un peu de temps. Tac. Ouais, il y a plein de trucs au milieu qui sont tout pourris. Donc ça, c'est l'appli mobile qui tourne sur Mac. Sur Mac ARM, on peut tourner des applis natives iOS. Je vous passe les différents écrans pour accéder aux paramètres développeurs. Donc nous, on a différents datasets de benchmark qui sont les mêmes qui tournent côté serveur. On en a beaucoup plus que 3. Il y en a une dizaine qui tournent côté serveur avec différents jeux de données d'espèces. Le but de ces benchmarks-là, ils ont été faits avec des données qui ne sont pas dans les données d'entraînement. Donc dans Planète, en fonction des pics, on a 1,6 million d'images par jour qui arrivent. Il n'y a pas de ces 1,6 million d'images qui sont entraînées pour le modèle, il n'y a que les images qui sont les mieux notées et les mieux qualifiées. Mais dans les données de benchmark pure, c'est des données qui sont vraiment nulle part. On a bossé avec des partenaires qui nous ont renvoyé ces données-là bien qualifiées et qui sont compétents. Et donc du coup, ça nous permet de vérifier que notre modèle, avec des données qui ne sont pas dans les données d'entraînement, est bon. Donc si on prend un truc tout léger, le premier, on va pouvoir démarrer. Donc là, ça va télécharger les images. Il y avait 37 images à télécharger. Et ça va inférer une image après l'autre. Donc c'est super rapide sur Mac. Sur mobile, ça tourne entre 1 ou 2 secondes par image. Et donc on voit des trucs qui avancent et on voit qu'il y a 3 trucs qui sont vraiment importants. Il y a le map, le top 1 et le top 5. On en reparle juste après. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire que ça va faire. On va de zoomer? Attends, est-ce que si je fais ça? Non, ouais, non, c'est mort. Désolé. Et ça donne tout ça. Donc du coup, bon, c'est le même truc qui est affiché en JSON avant. Mais du coup, le map, c'est le mean average précision. Donc en gros, c'est une moyenne par rapport à la position de la bonne réponse dans les résultats du modèle. Le top 1, c'est la probabilité d'avoir la bonne réponse en premier résultat. Et le top 5, c'est la probabilité d'avoir la bonne réponse dans les 5 premiers résultats. Donc il n'y a rien d'incroyable. Et on voit que sur le serveur et son mobile, il y a entre 3% de différence en positif ou en négatif. En fonction des datasets, on a un tout petit dataset de 37 images. Il performe mieux de 3% sur mobile que sur serveur. Mais sur les datasets un peu plus gros avec plus d'images, c'est dans l'autre sens. Donc c'est vraiment en fonction des données, en fonction du modèle et de la compression des images, au milieu que ça va jouer, etc. Donc tout ça pour dire qu'on est plutôt pas mal. Au début, quand les premiers modèles qu'on a fait sur PyTorch, le modèle faisait 200 mégas et on avait plus de 20% d'écart. Et en dehors de ça, vraiment d'un téléphone à l'autre, il y avait peut-être 10-20% d'écart entre un téléphone et l'autre. Parce que il y en a un qui tourne sur Android 16, l'autre qui tourne sur Android 8, il y a un iPhone qui tourne sur Android 16, sur iOS 16. Et les resize d'image est différent. Et probablement que l'algo de PyTorch est peut-être légèrement différent au milieu en plus. Je ne suis pas expert, contredisez-moi s'il vous plaît. Voilà, et donc du coup c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? Donc on a sorti le mode en ligne dans PlanteNet en 2022, 2023 pour iOS. Et petit à petit, du coup, les gens ont commencé à l'utiliser.
On n'a pas fait de doc pour expliquer comment ça marchait. On a vraiment communiqué avec un article de blog fait en 2 secondes sur notre site. Et en 1 an et demi, on avait 70 000 identifications. Et du coup, aujourd'hui, on a 280 000 photos qui ont été identifiées depuis l'appli mobile. J'ai mis des milliers d'utilisateurs. En vrai, j'en sais rien. Et la requête sur Arango, elle met trop longtemps à être exécutée. Donc, je ne sais pas combien de gens utilisent le modèle vraiment en derrière. Mais en fait, c'est pas forcément très grave. Le but, c'est pas forcément d'avoir 32 millions d'utilisateurs qui utilisent le mode en ligne. Le use case est vraiment différent. Le use case, c'est vraiment pour aider les botanistes sur le terrain à identifier des plantes. Donc les botanistes ou des gens qui sont vraiment pros, entre guillemets, et qui ont des vrais besoins de répertorier les biodiversités dans leur zone géographique auxquelles ils sont attachés. Et du coup, c'est pas très grave si on n'a pas tant d'utilisateurs que ça. C'est quand même pas dégueu de faire 300 000 plantes identifiées en 2 ans. Mais après, nous, on en fait 1,6 million par jour pendant le printemps. Donc du coup, le ratio est pas très gros, quoi. Bon, il y a plein de trucs différents. On a parlé de dupliquer le code. Le softmax, donc convertir les données en proba, était fait avant sur Android et sur iOS. Du coup, en passant sur NX, on a pu tout mettre dans le modèle. Et probablement que si on travaillait encore plus derrière, on pourrait mettre le resize des images dans le modèle directement. Et ce qui fait que du coup, ça serait ONNX qui s'occuperait du resize. Ça serait trop bien. Ça enlèverait beaucoup de code. Et ça permet surtout de mettre à jour vraiment tout ce qui rentre en entrée du modèle commun avec le serveur. Et c'est le serveur qui s'occuperait de gérer tout ça plutôt qu'un truc qui est entré en dur dans l'appli mobile derrière. Voilà, il y a plein de choses dont je n'ai pas encore parlé, mais les données qui sont produites dans PlanteNet, vu qu'on veut les récupérer, quand l'utilisateur va démarrer son application avec une connexion Wi-Fi ou 4G qui est assez potable, on va resynchroniser tout ça, donc on va renvoyer toutes les données, toutes les photos qui ont été envoyées et tous les résultats hors ligne à nos serveurs pour pouvoir les régurgiter et du coup récupérer les données pour alimenter des bases de données en ligne derrière. Voilà. Pour moi, c'est plus ou moins tout. Ça, c'est pas le bon QR code. Je ne connais pas le QR code. Est-ce que vous avez des questions? Ah, attends, il y a un monsieur derrière. Je pouvais parler fort, sinon c'était... une fois que vous récupérez les données à la fin, pour une personne qui a été hors ligne, par exemple, que vous récupérez les jeux de données, est-ce que vous les rejouez du coup sur le serveur pour vérifier la cohérence ou... Alors, probablement qu'on devrait le faire. Aujourd'hui, on les rejoue pas, mais ça dépend des données. Donc, concrètement, toutes nos données ne sont pas open data. Il n'y a qu'une partie qui est donnée qui va être vraiment mise en ligne de manière gratuite en dehors de notre plateforme. Et du coup, pour ça, les données vont être rejouées pour vérifier si c'est pas une plante en pot, si c'est pas une capture d'écran, etc. Donc probablement que certaines données vont être rejouées. On ne sait pas forcément lesquelles. Et enfin, après, c'est la partie backend qui s'en occupe derrière. Donc ça dépend des fois, mais par contre, on a zéro stat de vraiment savoir les images qui sont envoyées sur le serveur depuis l'appli mobile pour le mode en ligne, la différence avec vraiment les données derrière, avec le modèle qui tourne sur GPU, quoi. C'est pas fait. Okay. Un peu compliqué à monitorer. Il faut avoir un bon pipeline en place pour faire ça, quoi. Ouais, mais je me posais la question même. Et à un moment donné, vous avez pensé à vous dire que la solution, le modèle qui est en fait mobile, le foutre sur le serveur ou pas? Bah, vu qu'ils sont très proches en termes de performance. Ils sont très proches, mais 3% d'écart, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, 3% d'écart. Là, c'est des petits datasets, donc c'est des trucs avec mini-images. Les plus gros, c'était mini-images que j'ai mis dans l'appli mobile pour faire le benchmark. 3% d'écart, ça veut dire que probablement la bonne espèce qui était peut-être en dehors de notre top 5, et il fallait vraiment scroller, elle va réapparaître dans le top 5. Et donc du coup, pour des gens qui s'y connaissent, c'est important, c'est 3% d'écart là au milieu. Et la défense là, elle est vraiment considérable à prendre en compte. 3%, c'est vraiment, on va se dire, ok, j'en reste combien le modèle en prod ou pas, quoi. Le modèle, il est entraîné peut-être 1 ou 2 fois par trimestre, et on vérifie à chaque fois les données, et voilà, quoi. Donc... mais ça serait un sujet de thèse. On pourrait avoir un thésard qui s'occupe de dire, ok, est-ce que le modèle il marche mieux, le modèle hors ligne sur ONNX Runtime, il marche mieux que le modèle qui tourne sur serveur sur PyTorch? Pourquoi pas? Okay. S'il y a du budget pour les thèses, il n'y a pas de souci. Alexis, je crois que tu avais une question. C'est très drôle. Merci beaucoup pour le talk.
petite question, tu l'as peut-être dit et j'ai raté l'information. Les plantes que vous catégorisez, du coup, est-ce que vous les récupérez, vous les stockez et vous les gardez après pour agrandir votre base de données? Ou est-ce que c'est juste vous catégorisez, vous répondez à l'utilisateur et vous êtes content? Alors, oui, on les catégorise et on les laisse les gens voter ensemble. Donc en gros, PlanteNet, le but de PlanteNet, c'est... Est-ce que j'ai toujours les pieds ouvertes? Ouais. Le but de PlanteNet, c'est donc récupérer des données sur les plantes et les mettre en ligne gratuitement. Mais on veut aussi que les gens soient autonomes dans cet aspect-là. Donc les gens vont pouvoir venir réviser les données. Donc en gros, si je viens sur... Alors peut-être pas dans les maladies, ça c'est pas en prod. Si je me mets dans l'info mondiale, on va pouvoir dire, ok, genre, il y a un hydrophile de Virginie qui a été identifié. Et moi, je vais pouvoir dire, ok, je veux, bon, c'est tout petit, mais je veux dire, ok, ben, c'est bien cette espèce-là qui est identifiée. Et le fait que moi, je passe dessus et d'autres personnes, ça va permettre d'avoir un statut différent sur l'observation de plantes. Donc c'est un truc technique, mais de dire, ok, celle-là, elle est, a priori, elle est plutôt bonne, plutôt meilleure que les autres, parce qu'il y a un humain qui est venu, qui a vérifié, il y en a peut-être 2, 3, 4. Et potentiellement, si c'est mon copain botaniste au bureau, son vote, quand il va voter, va avoir beaucoup plus d'impact que moi, où j'y connais absolument rien en plantes, même après 5 ans en PlanteNet. Donc du coup, il y a pas mal de stats derrière et de maths pour savoir pourquoi on fait confiance à des gens et quel niveau de confiance on leur donne et quel impact ça a sur les données qui sont produites. Mais l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de dire, ok, ben, les gens vont se réviser entre eux. Donc si on s'est trompé sur identifier, voilà, par exemple, une hydrophile de Virginie, les gens pourraient dire maintenant c'est pas bon et de dire ok ben genre, je sais pas ce que c'est mais c'est pas ça. Et ainsi de suite. Du coup le prochain training du modèle il va avoir des données qui vont être différentes en entrée parce que les gens ont révisé les données dans l'appli mobile et dans le site web. Et du coup le fait de faire ça c'est à dire que le truc est quasiment autonome. Les gens vont s'améliorer entre eux, ils vont se réviser entre eux et ils vont produire des meilleures données à la fin. Donc ça c'est le concept. En pratique les gens ils vont enfin, trois quarts des gens, je pense trois quarts des gens qui sont dans la salle, ils vont voter sur le top 1 des différents résultats. Et du coup, ça va entraîner des gros biais derrière. Et c'est à nous de nous occuper et de vérifier avec les bonnes personnes que ces biais-là, ils sont gérés comme il faut, quoi. Donc, par exemple, si moi, à chaque fois, je veux dire, mais en fait, c'est pas le truc de Virginie, c'est celui en dessous, quoi. J'en sais rien. Je vais annuler mon vote, mais voilà. Ça répond à la question? Ça répond complètement à la question. Et du coup, j'en ai une autre dans la lignée de celle qui avait été posée juste avant. Du coup, vous perdez cette capacité-là de vote et de correction entre les utilisateurs sur le mode hors ligne. Alors, oui, mais pas tout. Alors, les données sur mon simulateur sont dégueulasses, désolé. Mais en gros, l'appli mobile, elle s'occupe de mettre les ops en cache, en gros. Donc, les observations, c'est juste une image avec la date, le GPS, etc., la photo. Et du coup, l'utilisateur, en fait, quand il se reconnecte à Internet, il va pouvoir les contribuer en ligne. Donc, il y a un gros bouton partager. Et pareil que quand tu es sur le terrain, tu veux peut-être pas forcément ta tête 4G, mais pas tout le temps. Et donc, du coup, tu peux les repartager en ligne derrière et du coup, les recontribuer dans PlanteNet. Et après, les relancer avec le modèle en ligne, avec le modèle de prod vraiment sur GPU pour voir s'il y a une petite différence et pour avoir les derniers résultats derrière, quoi. Super, merci beaucoup. Et bon, et ben merci. Et apéro.